la forme la plus fréquente d'un enfant présente une tumeur vasculaire, une notion d'intervalle libre, une semaine, 3 à 6 jours, une semaine après la naissance, et qui a l'évolution naturelle de cet hémangiome. Donc, il y a vraiment des images qui montrent une évolution naturelle de l'hémangiome, c'est-à-dire il y a un intervalle libre, la tumeur n'est pas là à la naissance. Ensuite, il y a la phase de croissance, la tumeur apparaît, ensuite il y a la phase de croissance, ensuite il y a la phase en plateau, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, elle est stable. Ensuite, il y a la phase de régression jusqu'à avoir une guérison complète, et cette phase de régression peut durer jusqu'à 5, pour certains jusqu'à 10 ans, selon les enfants. Et cette évolution naturelle de cet hémangiome commun dans le sens de la guérison fait que c'est une tumeur bénigne, donc considérée comme une tumeur bénigne, pas systématique, sauf dans certaines formes. Localisation à risque, c'est-à-dire les formes périorificielles, où on pense qu'à la phase de croissance, par exemple, si c'est au niveau de l'œil, ça peut obturer l'œil et bloquer la vision. Si c'est au niveau de la bouche, ça peut faire que l'enfant, ça gêne la succion et ça peut s'ulcérer facilement. Donc, une des complications, c'est l'ulcération, comme l'image que vous avez montrée tout à l'heure. Si c'est au niveau des oreilles, aussi à la phase de croissance, ça bouche l'oreille et puis l'enfant n'entend pas bien. S'il n'entend pas bien, ce qui suit, c'est qu'il ne va pas parler, évidemment. Pour une tumeur où on attend que la régression va se faire dans les 5 à 10 premières années. Si c'est au niveau du siège, la localisation vulvaire également, non seulement c'est une zone, mais également avec le siège, la macération, les couches et tout, c'est tous ces phénomènes qui font qu'au niveau du siège, l'hémangiome s'ulcère facilement, et quand ça s'ulcère, il y a un risque d'hémorragie, il y a un risque d'infection, il y a un risque également de nécrose, il y a un risque de surinfection. Et tous ces faits-là font que dans ces topographies à risque, principalement périorificielles, dès qu'on a un hémangiome, quelle que sa taille là-bas, on décide de traiter. Donc, cet hémangiome, avec cette localisation à risque, peut se compliquer. C'est les complications qu'on a citées tout à l'heure: l'infection, la nécrose, l'ulcération, l'hémorragie, et ça peut avoir un risque vital quand on a une hémorragie très abondante. Plus l'hémorragie est abondante, on a un risque de choc, il y a une infection, on a un risque de sepsis, il y a la nécrose, il y a le risque de coagulation intravasculaire, bien que c'est exceptionnel. L'hémangiomatose miliaire, c'est compliqué maintenant, on sait, de cas que vous avez monté, que vous n'avez pas bien décrit, parce que vous avez dit que ce phénomène de Casabat-Meri est un phénomène de coagulation vasculaire disséminée, localisée, qui peut compliquer certaines tumeurs, telles que l'angiome en touffe ou l'hémangiome endothélium caposiforme. Ces hémangiomes particuliers qui sont différents de l'hémangiome commun, c'est des formes cliniques avec des caractères histologiques particuliers qui permettent de dire ça c'est hémangiome, ça c'est hémangiome en touffe, ça c'est hémangiome endothélium caposiforme. Donc lorsqu'on observe une tumeur qui est rouge et qui brusquement devient douloureux, devient inflammatoire, devient nécrosé, avec à la numération, on fait une numération, on retrouve une thrombopénie, on fait les dés de mer qui reviennent élevés, il y a une hypofibrinémie, c'est ça le syndrome de Casabat-Meri qu'on décrit, brusque changement de caractère de la tumeur qui devient nécrotique et douloureux, dans un contexte de thrombopénie, d'hypofibrinémie et de dés de mer élevés. C'est ça le syndrome de Casabat-Meri, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique, parce que ça engage le pronostic vital très rapidement. C'est une véritable urgence, et ça, c'est pas le dermato qui va le gérer.
Ça, c'est le pédiatre qui le gère en unité de réanimation. Donc, vous ne pouvez pas parler d'hémangiome en touffe ou d'hémangiome endothélium caposiforme et ne pas maîtriser ce syndrome de Casabat-Méry et ne pas pouvoir le gérer parce que le traitement, il est très délicat. Avant, c'était les corticoïdes avec un taux de décès très important, mais des séries américaines et européennes ont montré que l'association vincristine et corticothérapie est très efficace dans le traitement de ce syndrome de Casabat-Méry. Parfois, on peut y ajouter de l'aspirine, mais cette association, ces recommandations américaines, association corticoïde et vincristine, qui est disponible parce que la vincristine est disponible avec le programme cancer. La corticothérapie également, c'est pas cher, donc il faut aux malades les moyens de guérir. Mais pour assez rare, hein, je pense qu'on a eu deux cas deux et c'est rapide, hein? Le décès il est très très rapide si on ne traite pas. Et voilà pour sur le corps. Viscérale. Il y a des formes où il n'y a pas d'atteinte viscérale. C'est une hémangiomatose simple d'évolution B. Mais quand on a plus de 5 lésions d'hémangiome, on doit rechercher cette atteinte viscérale qui peut être cardiaque, qui peut être hépatique, qui peut être cérébrale, qui peut être partout. Hein. Voilà, donc vraiment, on fait l'écho-cœur pour rechercher ça. On fait l'échographie abdominale, on fait le scanner, ou bien on regarde les signes. Si l'enfant a une épilepsie, par exemple, etc., ça peut se localiser partout. Et donc, cette forme grave de la prednisone, 2 à 3 mg kg. Et la révolution vraiment dans le traitement le dermatologue de Kaolack a dit, avant, le traitement de référence des hémangiomes, c'était la corticothérapie. Hein. Mais après, on a vu des effets secondaires, les effets secondaires de la corticothérapie chez le nouveau-né, surtout sur le plan cardiaque. Le tissu cardiaque n'est pas très développé, donc on décompense rapidement le cœur, insuffisance cardiaque, etc. Donc, et c'est comme ça qu'on a découvert le propranolol, les cardiologues, en traitant une insuffisance cardiaque qui était secondaire à la corticothérapie chez un enfant qui présentait un hémangiome, se sont rendus compte qu'en mettant le propranolol, l'hémangiome régressait également. Et c'est comme ça que de plus en plus de cas ont été rapportés dans l'efficacité du propranolol dans le traitement de l'hémangiome. Et cette nouveauté n'a pas 10 ans. C'est pourquoi, jusqu'à présent, vous allez dans certains services, ou bien certains dermatologues, ou bien certains pédiatres, ils continuent à mettre la corticothérapie dans le traitement de l'hémangiome.